merci beaucoup d'abord de l'accueil. Et nous allons aller vers une collaboration fructueuse au-delà de la seule réunion d'aujourd'hui, ce dont nous avons discuté un petit peu avant, puisque l'occasion a fait de larron, enfin des larrons, et voilà. Alors, on va faire une séance de présentation peut-être un peu différente de ce qui peut exister, c'est-à-dire on a choisi d'abord l'éditeur Patrick Zilberstein pour les éditions Syneps va présenter pourquoi et puis ce qu'il veut. Hein, on peut dire un grand merci aux éditions Syneps. Ensuite, on va passer à une série d'extraits lus par Catherine Boileau et qui, en alternance avec des commentaires d'Alain Chablon et de moi-même qui avons préfacé l'édition et pratiqué une bonne partie de l'appareil critique, des notes. Hein, Catherine Boileau en ayant déjà fait pas mal avant l'édition. Et puis enfin, Jean-Philippe Lebois nous parlera à la fin de l'aspect patrimonial et d'exploitation archivistique, muséale et de valorisation. Merci. Comme ça, nous pourrons passer à des échanges et des questions. Donc, je vais passer alternativement la parole à qui de droit, en commençant par Catherine pour le préambule, l'extrait du préambule. Nous avons trouvé tous les trois enfants de Jacqueline, lors de son dernier déménagement, un petit carton en bas de sa bibliothèque. Jacqueline était vivante, elle était dans une maison de retraite, mais elle souhaitait quitter définitivement cet appartement. Donc nous avons trouvé des carnets dans ce petit carton. Et vous savez ce que c'est qu'un déménagement? On a quand même regardé assez vite ce qu'il y avait sur ces pages qui étaient écrites en assez petit. Hein. Jacqueline n'écrivait pas très gros, hein. Vous voyez ça maintenant. Nous avons trouvé des citations de différents écrivains, de Mauriac, de Claudel, de Saint-Exupéry, voilà. Et j'ai pensé, bon, ben, ce sont des textes dont elle avait besoin et qu'elle a dû copier, puisqu'elle s'était inscrite comme externe, comme étudiante libre à la Sorbonne pour faire une année d'études de 40 à 41, exactement. Donc j'ai pensé que c'était juste des citations, mais tout de même, j'ai proposé à ma sœur et à mon frère d'emporter le carton à la maison et puis de voir plus avant, dès que j'aurai le temps. Et puis, en tournant les pages, j'ai découvert que Jacqueline passait d'une citation à ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, beaucoup de souffrance, puisque comme vous savez bien, 40, septembre 40, c'est 2 mois après le début de la défaite de la France et de l'occupation. Hein. Donc ça, c'était vraiment dans ces souffrances primordiales. Donc là, je me suis dit, ah mais là, attention quand même, il faut absolument les garder, ces textes. Et puis, Jacqueline a disparu en 2017, j'ai fait un livre-hommage pour elle, et j'ai pris certains passages de ce livre-hommage. Je vous les lirai tout à l'heure, mais découvrir ma maman révoltée, et l'exprimant surtout. Encore qu'elle soit révoltée, ça ne m'a pas étonnée du tout, mais qu'elle l'exprime, qu'elle se lève dans l'amphithéâtre Richelieu pour dire il y a un soldat allemand. Moi, je ne vais pas suivre le cours,
Et alors, donc elle s'était levée et puis elle a essayé d'entraîner quelques étudiants à sa suite, et ouf, j'étais vraiment surprise et très fière, bien entendu. Donc voilà, je me suis dit qu'il y avait des passages qui étaient assez remarquables. Ou bien une lettre qu'elle avait écrite à Georges Duhamel pour l'inviter à une audition de piano de sa sœur Yvonne. Parce que dans la fratrie Loriot, il y a deux sœurs musiciennes, voilà, Yvonne, et à côté Jeanne, dite Nanou. Alors Yvonne, elle s'est mise au piano et puis dès ses 4 ans, paraît-il, elle jouait des sonates de Mozart. Ce qui a quand même surpris tout le monde, même si mon grand-père était pianiste lui-même et qu'il lui arrivait d'improviser autour de Saint-Saëns, de Chopin, etc. Pour Yvonne, on a confié sa formation pianistique à sa marraine, qui était heureusement professeure de piano, venue de l'Est, et donc assez vite, Yvonne est devenue interne, elle, chez sa marraine, pour apprendre le piano et tenter, ce qu'elle a réussi, d'entrer au conservatoire de musique de Paris. Voilà. Elle est sortie, je crois, 2 ans plus tard avec 7 premiers prix, et plus tard dans sa vie, elle a épousé son maître préféré, Olivier Messiaen. Voilà. Donc, voilà pour une musicienne. Et puis la deuxième, c'est Nanou. Alors mon père, qui a bien connu les sœurs Loriot à cette époque-là, parce que la photo là que vous voyez est de 1943. Et elle est assez précieuse en ce sens, parce que, comme vous savez aussi, on ne passait pas son temps à se faire des photos à cette époque-là. Mais je pense que les sœurs étaient juste à un moment de leur vie où elles risquaient de se séparer. Et donc mes grands-parents ont souhaité avoir un portrait des 3 sœurs. Donc il paraît que Nanou, Jeanne Nanou, là, d'après mon père, donc, qui les a bien connues à ce moment-là, disait qu'elle était aussi bonne musicienne qu'Yvonne. Voilà. Mais elles n'ont pas choisi le même instrument. Nanou est entrée aussi au conservatoire de musique. Elle avait précédemment travaillé le piano avec cette formidable dame, un petit peu gendarmette, mais adorable, qui leur apprenait la musique et le solfège, etc. Et Nanou est devenue ondiste, c'est-à-dire qu'elle jouait sur le premier instrument électronique qui existait et qui avait déjà un répertoire assez conséquent, et qui en a eu un encore plus important, parce qu'Olivier Messiaen a beaucoup composé de morceaux où il y avait et des ondes Martenot et du piano pour sa muse. Ce qui fait que les 2 sœurs ont joué ensemble jusqu'à la fin de leur vie, quasiment. Jusqu'à leur retraite et la fin de leur vie, elles ont souvent participé à des tournées toutes les 2. Et Jacqueline, Jacqueline, elle dévorait tous les livres qu'elle pouvait trouver, et puis y compris donc à la bibliothèque, et puis elle était attirée par la littérature, mais des aléas familiaux ont fait que, et puis elle voulait être médecin aussi, hein, elle était entre la littérature et médecine. Mais les études de médecine, ça, si j'ai bien compris, ça a été refusé par ses parents. Et donc elle avait décidé, avant de s'inscrire à la Sorbonne, elle avait décidé de s'inscrire à l'école d'infirmière de l'hôpital Saint-Joseph. Et donc elle a fait juste sa saison à la Sorbonne, et ensuite elle a rejoint les équipes de Saint-Jean, comme elle disait, en étant interne d'ailleurs. Je crois qu'elle rejoignait sa famille pendant les week-ends. Voilà.
qui nous donne aussi, de la part de Jacqueline, ce petit carnet-là. Ah ben non, ça fait rien. Celui qui est plus petit et qui est ouvert sur la photo. Et ça, je l'ai adoré celui-là parce que les autres carnets de ce format-là à peu près, on y trouve ses pensées, ses réflexions et ses amours même, et puis ses souffrances comme je vous ai dit. Mais le petit mince là, il est très concret. C'était son petit carnet qu'elle essayait de dissimuler d'ailleurs. C'était son petit carnet de stage d'infirmière. Donc on trouve ce qu'elle a pu observer quand elle était apprentie assistante sociale ou ce qu'elle a vécu à la maternité de l'hôpital Boussicot ou au service des enfants malades ou en chirurgie. Voilà. Voilà les deux récits qui s'entrecroisent des carnets de Jacqueline. Écoutez, merci de cette invitation. Je crois que c'est la deuxième fois que les éditions Sileps, qui existent depuis 1989, sont invitées escalitées à l'intérieur des murs de la Sorbonne. La première fois, c'était il y a une douzaine d'années pour le 40e anniversaire de mai 68. Alors, moi je trouve que c'est réconfortant que dans ce lieu prestigieux dans lequel on rentre maintenant en montrant ses papiers, etc., dans lequel moi j'ai eu le plaisir de pénétrer extrêmement librement dans ma jeunesse, c'est réconfortant d'évoquer les petites voix, les petites gens, les étudiants anonymes à l'époque, qui ont hanté, souvent incognito, donc, ces murs et qui en vérité ont contribué à lui donner la majesté qui est celle de ces murs. Et évidemment, Jacqueline est l'une de ces personnes. Moi, je ne dirais pas grand-chose, hein, on m'a invité, je suis venu, mais en vérité, je n'ai pas grand-chose à dire puisque sa fille est là, ses deux véritables éditeurs sont là pour en parler. Je dirais juste deux, trois petites choses. Moi qui suis le représentant des éditions Sileps, qui suis par ailleurs dans ma petite présentation, professionnellement j'ai été médecin pendant près de 40 ans et donc évidemment la lecture d'une partie des carnets consacrés à l'école d'infirmière, etc. m'ont beaucoup parlé. Et donc c'est vrai que c'est un grand plaisir que nous avons eu aux éditions Sileps, et peut-être même un honneur, et je crois que le mot n'est pas fort, de publier ces carnets. À vrai dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Si je croyais aux astres, je dirais que c'est presque normal que la trajectoire éditoriale de Jacqueline Loriot ait croisé les éditions Sileps et que finalement ce livre est rentré dans notre catalogue, si je me souviens bien, quasiment sans aucune discussion autre que « alors c'est formidable, il faut absolument le faire », etc. Pourtant, c'est un livre assez difficile d'une certaine manière, non pas à lire, mais à rentrer dedans. Mais en effet, Sileps a un rapport particulier avec la Sorbonne. Je ne parlerai pas par rapport à moi particulier avec la Sorbonne, moi qui ne l'ai fréquenté qu'indûment, mais en fait, un rapport particulier avec cette Sorbonne des années noires, puisque je profiterai de l'occasion pour évoquer une autre étudiante de la Sorbonne, qui était une amie personnelle très grande et très chère pour moi, et qui, elle aussi, fait partie de ces anonymes qui sont inscrites dans les murs de cette Sorbonne. Elle s'appelait Simone Minguet. Elle était née en 1920, soit 2 ans avant Jacqueline, et elle a été jusqu'en 1941 étudiante à la Sorbonne. Elle est sortie avec un diplôme d'espagnol en poche, en 1941 donc, et elle est immédiatement entrée dans la résistance trotskiste anti-nazie. Je ne sais pas si elles se sont rencontrées, Jacqueline et elle. Les dates ne coïncident pas, mais j'aime penser qu'elles auraient pu se croiser et discuter. Alors pour revenir au cœur de l'époque et de la période
centrale des carnets, c'est-à-dire l'occupation, la Sorbonne, j'ai quand même essayé de réfléchir un peu à ce que j'aurais pu vous dire ce soir, et j'ai trouvé des choses intéressantes, peut-être que c'est pas des révélations d'ailleurs, hein, parce que le 15 décembre 1942, c'est-à-dire Jacqueline avait déjà quitté, je crois, la Sorbonne, un certain professeur Henri Labroué, Labroue, bon, j'ai mal recopié sur Labroue, donnait une leçon inaugurale dans l'amphi Michelet à l'occasion de la création d'une chaire d'histoire du judaïsme. Il s'y félicitait, entre autres saloperies, que l'antijudaïsme n'était pas un produit d'importation sous-entendu arrivé dans les fourgons allemands, mais bel et bien, je cite, ouvrez les guillemets, une authentique tradition française aussi longue et aussi continue que celle de la France. Jacqueline n'était plus étudiante à ce moment-là à la Sorbonne, elle aurait sans doute tressailli d'indignation et de colère. D'ailleurs, elle a tressailli souvent d'émotions, de joie, de colère, comme le montrent ses carnets, comme elle savait le faire, et devant la protestation étudiante dont on a déjà parlé, qui accompagnait les discours des collaborateurs. Au moment où le professeur Labroue parle, décidément, j'ai mal à prononcer ce genre de nom, retentit dans l'amphi, bandits, canailles, salopards. Ces invectives libératrices fusèrent dans l'amphithéâtre, tandis que volaient des papillons portant l'inscription « Ne laissons pas introduire les méthodes nazies en France » et que du gaz lacrymogène se répandait dans les travées. Il s'ensuivit une bousculade, l'intervention de la police. La chargée de mission du cabinet du ministre collaborateur de l'enseignement Abel Bonnéard fut même molestée. L'incident fut d'ailleurs largement rapporté dans la presse clandestine de l'époque. Jacqueline, quant à elle, raconte le 7 novembre 1940, soit 2 ans auparavant, à l'occasion du cours du professeur Marouzeau, la présence d'un soldat allemand dans l'amphithéâtre qui la fit lever et sortir en disant qu'elle ne suivrait pas le cours et qu'il ne fallait pas le suivre. Elle note à ce moment-là, beaucoup se sont levés, beaucoup hélas sont restés, honte, humiliation, amertume, dégoût, attente. Voilà ce que je voulais vous dire. En lisant ces carnets, par ailleurs, j'ai immanquablement, et c'est un peu une tarte à la crème, j'ai pensé au silence de la mer de Vercors. Voilà pourquoi les paroles de Jacqueline devaient retentir ici, au sein de la Sorbonne, elle qui écrivait dans ses carnets qu'il lui était difficile parfois d'écouter Beethoven alors qu'elle l'aimait tant. Elle qui écrit cette phrase merveilleuse, phrase qui mérite réflexion aujourd'hui alors que l'Ukraine est sous les bombes russes. Les Allemands nous forcent à nous mépriser, je les hais parfois et je me méprise de cette haine, de ce désir de vengeance. Merci. Je ne sais pas ce que je dois dire, mais juste un mot pour dire que Jacqueline n'a sûrement pas eu connaissance des pensées du recteur de l'Université de Paris, comment il s'appelle, Gustave Roussy. Mais celui-ci avait donné la consigne aux Allemands qu'il acceptait que des Allemands viennent suivre les cours s'ils n'étaient pas en uniforme. Et, donc j'en suis pas précis, où ça n'a pas été respecté, elle a, sans le savoir, respecté la consigne du recteur, donc, qui ne pouvait pas empêcher la présence d'Amiens, mais qui avait demandé qu'il ne soit pas en uniforme. Voilà. J'y vais. La bibliothèque. Mardi 3 septembre. À la bibliothèque. En sortant du métro, le boulevard Saint-Germain et la rue de Cluny étaient illuminés par le soleil levant, rouge dans la brume. Je voudrais voir les étudiants entrer à la Sorbonne avec le recueillement, la gravité et la fierté de novices entrant dans un couvent. Mais beaucoup viennent là par snobisme ou simplement parce que leur position sociale le leur permet. Je ne serai jamais admise dans ce monde de la science.
du savoir. Mais savoir qu'il existe est déjà très doux. Le silence est actif et bourdonnant, mais si légèrement qu'un bruit choc est fait sursauter, ainsi qu'une fausse note dans une mélodie sublime. À côté de moi, deux amants travaillent ensemble, avec ferveur. Je les envie. Dans le pur silence, un boche. Il a paru petit, tout petit, minuscule. Pas une tête ne s'est levée. Là, des avions. C'est seulement à la bibliothèque que je trouve une atmosphère de sérénité. Le bruit du livre que l'on feuillette, le bruit de la page qu'on tourne, le bruit du stylo qui court sur le papier, soulignant le silence. J'y viens prendre un bain de calme. Continue. Pendant les intercours, Jacqueline cherche un repère où elle puisse se sentir justement au calme et qui ne soit pas trop onéreux. Elle essaie différents petits cafés, mais elle s'y sent observée par le patron et les habitués. Elle essaie ensuite le Sorbon, un établissement très fréquenté par les étudiants de la Sorbonne et de la faculté de droit. Mais elle le trouve trop bruyant et un peu snob. Et le mardi 8 octobre, elle monte jusqu'au jardin du Luxembourg. C'est un temps d'automne, un des derniers jours de soleil, si doux, si chaud et tiède, qu'il fait regarder avec plus d'amitié, avec enchantement et amertume, l'été. Des feuilles d'automne de tous les tons, car la saison n'est pas encore très avancée et il y a encore du vert. Une extraordinaire abondance de fleurs, des dahlias aux couleurs indiscrètes, une bordure laiteuse de feuilles d'œillet vert de gris, des palmiers avec une apparence de santé plus vigoureux qu'on ne s'attendrait à les voir chez nous. Et surtout, cette lumière, cette luminosité qui ne doit exister qu'à Paris, cette lumière humide, transparente, diaphane, ruisselante, sentimentale et spirituelle. Ciel calme, ciel qui sait, avec des reflets d'argent neuf, ciel bleu, comme les yeux d'un nouveau-né. Une atmosphère paisible, une atmosphère d'attente et de certitude. Quelques soldats boches, éblouis et abrutis, comme de coutume. Quelques officiers, bestialement, goulûment, orgueilleux d'avoir conquis cela. Mais ils paraissent extraordinairement rapetissés dans cette atmosphère recueillie et sereine près du vieux Sénat qui se souvient et de la Sorbonne qui travaille et espère. Ils ne font même pas de fausses notes. Dans cette atmosphère toute baignée de spiritualité, cette atmosphère qui s'est élevée au-dessus de la souffrance par la tranquille certitude de son destin, du destin de la beauté, de la vérité, de la liberté. Le jet d'eau, fidèle et persévérant, chante sa chanson de souvenir et d'espoir, sa chanson qui berce et rend courage. En moi, à peine une révolte. Je sais bien que jamais la matière n'anéantira l'âme, que jamais la force ne domptera l'esprit, que jamais la bestialité n'écrasera la spiritualité, au moins définitivement.
Mais pourquoi même passagèrement? C'est que Paris a tous les charmes, toutes les auréoles. Il lui en manquait cependant une, celle du martyr. Du martyr spirituel, puisque les Allemands ne font pas trop souffrir matériellement. Mais aujourd'hui, Paris est en état de grâce. C'est un jour de rémission. Paris s'élève au-dessus de ses remords, de ses regrets, et même de ses projets, de ses résolutions. Paris s'élève pour atteindre la sphère de parfaite sérénité, d'absolue certitude, d'immense confiance. Paris s'élève au-dessus de toutes les haines, de tous les combats, de toutes les inimitiés. C'est la majesté même de la divinité, le calme pur et froid de l'Olympe. Paris s'élève si haut qu'il est hors d'atteinte de la boue, qu'il est complètement séparé de sa propre boue. Aucune éclaboussure ne saurait l'atteindre. Des troupes, on leur fait visiter le Luxembourg au pas. Quelle misère! L'atmosphère n'est même pas troublée. L'Olympe condescend à plaindre les bêtes sauvages. L'étoile accorde un regard de pitié et de mépris aux vers de terre. Vite, au pas, sur un ordre. Arrêtez, sur une indication. Admirez et dépêchons-nous. Ce n'est pas une petite affaire d'avoir conquis l'Europe du Cap Nord à l'Espagne. Dépêchez-vous, pauvres bougres, pauvres types. Admirez, marchez, arrêtez-vous, repartez. Vous ne saisirez que l'aspect extérieur des choses, et encore superficiellement. L'esprit de tout cela vous échappe, est hors de votre portée. Il ne vous restera que l'éblouissement douloureux d'un homme qui se serait approché trop près du soleil, sans l'atteindre, et qui serait ensuite retombé lourdement sur la terre, avec l'amertume de n'avoir pas touché le but, le regret de ne pas s'être au moins maintenu, et la honte de la chute. Voilà donc là, Jacqueline, on est en septembre-octobre, Jacqueline est rentrée à la Sorbonne, dans ce petit monde d'étudiants, je vous dis un petit monde, il y a à peu près avant-guerre 80 000 étudiants, en 39-40 on passe à peu près 55 000 inscrits, la moitié sont à Paris. On a des étudiants mobilisés, et puis on va avoir, après l'armistice, des étudiants prisonniers. Donc ce petit monde d'étudiants à Paris, c'est grosso modo, on a remonté, parce qu'il y a des étudiants qui sont revenus, les étudiants étrangers ont disparu, sont partis chez eux. Beaucoup de provinciaux sont rentrés en province, il reste à peu près 35 000 étudiants, 2 tiers d'hommes, de mon tiers, et un petit tiers de femmes, d'étudiantes. Jacqueline est l'une d'entre elles. Les conditions de vie sont difficiles au niveau de l'alimentation, de la santé. Les facultés viennent de rouvrir en juillet 1940, avec des cours, des conférences, les choses se remettent en place et on a l'Association générale des étudiants de Paris avec l'Union nationale des étudiants de France qui demeure avec un siège, avec des œuvres et notamment avec une sorte de service, une aide aux étudiants mobilisés, avec des collectes qui sont organisées, mais tout ça ne va pas de soi. Donc on est effectivement dans un entre-deux pour les étudiants qui vont prendre ou reprendre des cours après une sorte d'expérience, soit militaire, pas encore de la captivité, en tout cas pas en octobre 40, et puis dans des conditions où l'armistice est signé, mais c'est la guerre, c'est l'occupation. Voilà, on est un peu dans cette situation-là, dans laquelle
peut-être qu'une protestation, les ressentiments va pouvoir s'exprimer. Et c'est là que nous arrivons en novembre 1940. Jacqueline, Hein, c'est moi. novembre. Et Roby, vous souhaitez que je présente le tract? Bien sûr. Ah bon? Le tract. Il a même Voici. commencé après. Alors, donc je m'étais lancée dans la transcription des écrits de Jacqueline, et mon projet était de recueillir tout ce que je trouvais, qui n'était pas des citations, donc, soit dit en passant, c'était très difficile, parce que j'ai dû vérifier à chaque fois que certains textes étaient bien de tel ou tel écrivain. J'ai imputé à Jacqueline, dans la première mouture, beaucoup de choses qu'elle n'avait pas écrites, qu'elle avait simplement copiées. Donc, heureusement maintenant qu'il y a Internet, donc, on tape la petite phrase et puis on voit ce qui sort. Alors, donc, je voulais faire un livre familial, enfin, je veux dire, peut-être une 50aine d'exemplaires pour les proches de Jacqueline et puis de nous trois. C'est ça, 50, à peu près 50 lecteurs. Hein. Et en faisant ce travail de transcription, je me suis dit, tiens, mais elle parle pas mal de choses qui se sont déroulées à la Sorbonne en novembre 40, et notamment la manifestation du 11 novembre 40 à laquelle elle est allée. Donc je me suis dit, tiens, ben, je vais recouper son témoignage avec peut-être ceux d'autres personnes que je vais trouver sur Internet. Et puis donc c'est là que j'ai vu ce tract-là. J'ai bien vu qu'il était qualifié d'historique, qu'il était à la bibliothèque d'histoire contemporaine de Nanterre. Bon. Et puis un jour, je me suis dit, mais le texte de ce tract, il est dans les carnets. Et il était effectivement avant le jeudi 7 novembre, en entier. Et puis ça me fait rire parce que comment j'ai fait pour ne pas comprendre qu'en fait c'était la même écriture. Jacqueline, et ça me fait rire, ça m'attendrit parce que elle savait bien qu'elle écrivait quand même peut-être joliment, c'était adorable ces lettres frisées, mais c'était pas toujours très lisible pour tout le monde. Hein. Donc elle s'est, voilà, ça c'est le carnet, et puis celui d'avant, et ben elle s'est appliquée. Elle s'est appliquée, elle a écrit vraiment des majuscules, voilà. Ah non, ça c'est l'historique. Oui, c'est l'historique. Et voilà, et le carnet, voilà. Voilà son carnet. Et donc, je me suis dit, ben, vous avez peut-être remarqué que l'historique, il est sur un papier à grands carreaux, et le carnet, ben, c'est des petits carreaux. Hein. Donc, elle a dû prendre sous la dictée, peut-être, hein, le texte sur son petit carnet, hein, et puis recopier un nombre X, Y, Z, puisqu'apparemment ils ont beaucoup de tracts appelant à la manifestation du 11 novembre ont été jetés en fait, détruits, et voilà. Donc, voilà, comme disait Roby, c'est un maillon qui est établi, on sait à peu près, avec certitude, quelle jeune fille a copié ce fameux tract qualifié d'historique, et on ne sait pas dans quelles conditions, et je regrette vraiment de n'en avoir pas parlé avec elle
à l'époque, dans quelles conditions le texte lui a été confié, remis. Voilà. Elle serait bien capable de l'avoir écrit, mais c'est une revendication qu'on ne peut pas avoir pour elle. Quelques mots sur le tract. Oui. Le tract, effectivement, en peine d'auteur, c'est-à-dire que l'arbre se mesure à ses fruits. Le tract se mesure au fait qu'il y a eu manifestation, que nombre de manifestants arrêtés ont, dans leur déclaration obligée à la police, dit qu'ils avaient eu en main un tract manuscrit de petit format. Bon, c'est exactement la description que l'on a ici. X années après, je ne me rappelle plus son nom, ce type qui était critique de cinéma, a raconté exactement la même chose, le format du cahier, etc., écriture manuscrite. Bon, donc, on a des manifestants, on a des mentions par dizaines de ce tract, et en revanche, matériellement parlant, on en a un seul exemplaire, celui qui est à la contemporaine, et alors on a quelque chose qui lui ressemble vraiment comme c'est cette écriture manuscrite. Bon, ça veut dire que Jacqueline a copié, recopié ce tract. Nous sommes au plus près de la source. Mais bien entendu, nous ne savons pas quel modèle elle a recopié, de qui était ce modèle. Elle ne prétend pas que c'est elle qui l'a produit par elle-même. Donc, on est devant, on a fait un énorme progrès, si vous voulez, on connaît l'auteur de l'écriture, de la graphie du tract, on ne sait pas plus d'où vient ce tract, et tout est ouvert parce que, bien entendu, il n'y a aucun mot d'ordre politique, si ce n'est le pur et simple et parfait patriotisme. Donc, le spectre est extrêmement ouvert et on peut attribuer l'origine de ce tract à qui on veut. Oui, et Jacqueline, elle écrit, avant de ce texte du tract, elle écrit à la Sorbonne, à l'université, des petits papiers. Voilà. Et le tract qui a été trouvé, qui est à la contemporaine, a été trouvé à la faculté de médecine. Par une bibliothécaire. Voilà. Ce qui prouve que les bibliothécaires font du travail en plus de leurs heures de travail. Et qui l'a remis après en avoir fait bon usage, je pense. Voilà, exactement. On l'inventait. Jacqueline. C'est à qui? C'est à moi? Toujours Ah la bon? Continue. Et qu'est-ce que je lis, monsieur, le soldat allemand, ou j'enchaîne le 11 novembre? 11 novembre. Voilà, c'est ça, hein? On est d'accord. Dans le métro, dans la rue, on voit des visages graves. Place de l'Étoile, la foule est rassemblée dense, à la fois calme et agitée, prudente et grondeuse. Sous une apparence digne et froide, on sent la rage qui monte et grandit. Des bouquets tricolores, des yeux rouges. Sous l'arc de triomphe, on s'écrase en silence. Beaucoup de signes tricolores, écharpes, rubans, drapeaux, croix de Lorraine. Il y a autant de sergents de ville que de manifestants. On passe près du tombeau du soldat inconnu à la file, très vite. On a le temps d'apercevoir la petite flamme qui danse, indifférente, beaucoup de fleurs, d'humbles bouquets, des rubans tricolores, aussitôt enlevés par les autorités. Un homme très pâle dit entre ses dents « Ils ne feront pas la loi longtemps. » Je veux oublier qu'un autre homme a dit « Ils font la loi, mais il ne faut pas oublier que nous sommes vaincus. » Autour de lui, des gens ont réagi. « Pas pour longtemps. » Il y a eu des provocations des jeunes fronts et une bousculade entre un officier allemand et un étudiant. La foule a fait une ovation aux étudiants que les Boches emmenaient. Ça m'a donné une impression de réconfort. La France n'est pas à genoux, personne ne l'y mettra jamais.
Pendant que j'écris ceci, j'entends la symphonie héroïque. Pourquoi n'être pas superstitieuse et n'y voir pas un symbole? Mercredi 13 novembre. Autour de la station Odéon, on voit une quantité de gardes mobiles armés jusqu'aux dents. Des étudiants descendent le boulevard Saint-Michel, leurs blouses blanches sous le bras. À la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Richelieu, le doyen s'adresse aux étudiants. Mes chers amis, j'ai une communication douloureuse à vous faire. Jusqu'à nouvel ordre, l'université est fermée. Nous ne pouvons pas nous cacher qu'il s'agit là d'une punition. Il paraît qu'il y a eu des désordres de rue le 11 novembre. Je ne m'en suis pas aperçu. Applaudissements. Puis il nous a lu l'ordre de fermeture. Les étudiants provinciaux doivent retourner chez eux. Les étudiants parisiens doivent pointer toutes les semaines au commissariat de leur quartier. Ceci sans doute pour empêcher les jeunes gens de partir pour l'Angleterre. Pas de manifestation, je vous en supplie. Nombre de vos camarades sont aujourd'hui prisonniers. Pensez à eux et à ce qu'ils risquent. J'espère que nous nous retrouverons dans une France enfin libérée. Nous sommes sortis, calmes en apparence, mais si bouillonnants de rage, d'impuissance, d'indignation, de fierté, d'orgueil, de dégoût à cause du chantage, de leur hideux chantage. Place de la Sorbonne, un quart de garde mobile est stationné. À la faculté de droit, une ambulance allemande. Au Panthéon, une automitrailleuse roule lentement. Rue de la Sorbonne, comme nous sortons, une auto blindée passe. Fièrement, nous ne bougeons pas et la laissons passer en silence. Pauvre type, pauvre type. Croyez-vous que vos mitrailleurs tueront l'esprit? Nous sommes fiers que l'on ait pris des précautions si grandes pour nous réduire. Si nous nous taisons, c'est uniquement pour nos camarades. Nous pourrions disposer de notre vie, nous ne pouvons pas disposer de celle des autres. Mais sachez bien que vous ne nous courbez pas. Sachez bien que si vous nous imposez une attitude, notre esprit est libre, hautainement et fermement libre, et que vous ne pouvez rien contre lui. Sachez bien que vous inscrivez dans votre histoire une honte immense, ineffaçable. Vous êtes les gens qui brûlaient les livres, qui fermaient les universités et les bibliothèques. Nous vous plaignons, nous vous méprisons, et vous ne pouvez pas savoir à quel point notre pitié est insultante. Oui, phrase presque finale qui fermait les universités. Dans le cas de de l'université parisienne, ça a été l'affaire de quelques semaines. Un an avant, dans l'ex-Tchécoslovaquie, ça a été la fermeture définitive, après fusillade de dirigeants étudiants de l'université de Prague. Bon, et c'est peut-être à ça qu'elle fait allusion. Oui, parce qu'elle le dit quand elle se lève à propos du soldat allemand. Elle dit dans la cour à un monsieur qui leur prêche le calme, elle dit. Et elle dit que c'est la moindre des choses qu'ils fassent les étudiants français comme les Tchèques et les Polonais. Voilà. En Pologne, tout l'enseignement a été supprimé, pas seulement le supérieur, le secondaire aussi. Retour en France, j'ai encore le... Alors, de même que ce tract était exceptionnel, ce journal est exceptionnel, en ce sens que c'est le seul document contemporain que l'on a de la manifestation du 11 novembre. Les historiens sont déjà
gens maniaques, et ils préfèrent que les sources soient au plus près de l'événement. Or, la plupart des récits que nous avons du 11 novembre datent 1 an, 2 ans, 4 ans après, et parfois d'ailleurs de plus en plus enjolivés à mesure que le temps passe. Le seul document sur le moment, on ne sait pas si elle l'a écrit le 11 au soir, peut-être le 12, enfin, véritablement contemporain, c'est le journal de Jacqueline. C'est ce qui fait la valeur de ce témoignage, la valeur de ce livre, le bon choix des éditions Sileps, c'est d'avoir pris ce livre qui est un authentique document historique. 2 mots sur le 11 novembre, donc on ne peut que s'appuyer sur ce que dit le journal, une manifestation qui est en fait un agrégat d'individus qui se regroupent en passant, pas trop parce qu'effectivement la police française est là, la police, enfin c'est la Feldkommando allemande est là aussi, qui intervient et qui tire, faisant non pas des morts comme on a inventé avec nous, mais des blessés, et surtout beaucoup de prisonniers. Il y a au moins une centaine d'arrestations, et ça ne sera pas drôle parce que pour ces arrêtés, ça va durer plusieurs semaines, plus la fermeture de l'université, plus la surveillance, le quadrillage du quartier de plainte qui est donné. Et de ce fait, d'ailleurs, il n'y aura plus d'autres 11 novembre, au moins à Paris. Les autorités, aussi bien françaises qu'allemandes, prennent à l'avenir toutes leurs précautions en ce sens. Donc, M. Monchablon nous le dit, après cette manifestation, des professeurs, des étudiants, des lycéens ont été emprisonnés. Le recteur, lui, a été remplacé, limogé et remplacé. Dans ce qui est écrit dans les carnets, Jacqueline, d'abord, après la fermeture de l'université, elle frise la dépression, hein, mais je ne l'ai pas mis dans le montage que je vous présente aujourd'hui. Mais si j'ai bien compris ces dates, à peu près à la mi-janvier, en tout cas, elle a pu retourner à des cours magistraux, voilà. Elle adorait le professeur, et là je voulais le dire sur place, à la Sorbonne, elle adorait le professeur Albert Beaufilet. Si j'ai bien compris, c'était la fin de sa carrière. Il y a même son dernier cours qui est évoqué dans les carnets. C'était un célèbre médiéviste qui insistait beaucoup sur la Renaissance. Oui, tout le monde appartenait au mouvement Renaissance, et puis même son dernier cours, il dit carrément résister. Oui, carrément. Voilà, donc il était vraiment apprécié de beaucoup d'étudiants, je crois. Au contraire, M. Maurice Bardèche parlait de Madame de Sévigné, bon alors qui a vraiment, ça vous fait rire, il parlait de Madame de Sévigné avec tant de charme et d'élégance que Jacqueline était un peu séduite. Mais voilà qu'elle découvre que déjà c'est quasiment un rédacteur important de Je suis partout, de la revue Je suis partout, puis qu'il a exposé ses livres dans une vitrine de Saint-Germain-des-Prés avec ceux de M. Robert Brasillac, qui était son beau-frère. Et finalement, Jacqueline rejette définitivement cette amourette, avec cette mention qui me plaît particulièrement, parce que je suis sa fille, mais qui vous plaira à vous aussi. Aucun amour ne peut résister à ce mépris très spécial. Voilà. Alors elle écoutait avec assiduité les émissions des Français libres qui, depuis la BBC de Londres, ranimaient l'espoir et le courage des auditeurs français et donnaient, contrairement aux radios de Vichy et des autorités allemandes, des informations vraies. Au mois de mai,
Le jour même où la police française procédait à des arrestations et des déportations de milliers de juifs, elle a été informée de cette rafle qui l'a bouleversée. Donc, ah voilà. Voilà le billet vert qu'ont reçu les familles de juifs étrangers de 18 à 40 ans, résidant en région parisienne. Ils devaient se rendre dans différents lieux de rassemblement, dont le fameux gymnase Japy, dans le 11e arrondissement. Ils devaient se rendre là accompagnés d'un membre de leur famille. Dès leur arrivée, ils étaient immédiatement retenus. Et les personnes qui les accompagnaient étaient sommées de rapporter pour eux des valises chargées de vêtements chauds et de la nourriture pour une quinzaine de jours. Les prisonniers furent internés dans des camps, à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, et des mois plus tard, beaucoup ont été déportés vers Auschwitz et exterminés là-bas. Lecture du carnet, 14 mai 1941. 5000 juifs ont été arrêtés ce matin à Paris et dirigés vers un camp de concentration. L'épuration commence. Chez nous? Chez nous? J'ai honte. Au point de vue humain, national aussi. Ces événements se déroulent alors que je suis miraculeusement libre. Je veux dire absolument seule, sans appui, sans distraction possible, alors que je peux être le plus sensible. J'ai souffert à Munich. Mais maintenant, l'excès de souffrance obscurcit la raison. Il arrive que, fugitivement, ne fût-ce qu'une seconde, je regrette de n'avoir pas une autre nationalité. Et puis survient la tentation de suicide. J'avais des projets pour cette nuit. Je voulais lire et écrire. Et maintenant, je ne peux plus. Tout disparaît, hors ma souffrance. Et je ne la repousse pas, je l'accueille. L'année prochaine, je vivrai ma vie de cloître. Je serai pendant 6 jours de la semaine privée de toute nouvelle. Mais que je ne sois pas indifférente. Je veux bien vivre très haut, mais pas assez pour ne plus souffrir. Je voudrais de toute mon âme mériter par cette souffrance le talent, le génie dont j'ai besoin, pour faire connaître au monde le vrai visage de mon pays, ce qu'il fut dans l'occupation et la dissidence. Ne rien cacher des saletés, des crimes, des tripotages. Dire tous les héroïsmes, dire l'attente, dire la vie suspendue comme un long soupir dans une symphonie. Le silence plein de musique, la mort pleine de vie, le désert plein de richesse. Donc, rappelons que dès le 3 juin, oui. Je peux vous poser un mot Non, rien. Sur, disons, l'attitude universitaire. Les propos du doyen Vandeliès sont relativement, autant qu'on pourrait être à ce moment-là dans ces conditions, explicites. Le même doyen Vandeliès, d'ailleurs, s'est abstenu de venir au cours de la groupe, puisqu'en principe, quand une chaire nouvelle est ouverte, un nouveau professeur arrive, le doyen se doit de venir présenter, etc. Il ne l'a évidemment pas fait, ceci 2 ans après. Bon, l'attitude des professeur de la Sorbonne n'a pas été, disons, héroïque, mais il y a eu très très peu de cas de collaboration. Et, comment dire, ce que Jacqueline ne pouvait pas savoir, puisqu'elle arrivait, c'était sa première année à la Sorbonne, qui était pour elle un monde tout à fait neuf, c'est qu'à l'automne, un certain nombre d'universitaires sont d'ores et déjà révoqués par le premier statut des Juifs. Et c'est ce qui fait, elle ne pouvait pas le savoir, la carrière de Bardèche, qui est encore un assez jeune homme, beaucoup plus jeune que les professeurs de la Sorbonne qui sont assez chemus,
Et Bardèche a, grâce à ses relations, profité du fait que, je ne sais plus le nom, mais je le retrouverai, tel professeur à la Sorbonne, prisonnier, a été successivement prisonnier et révoqué, et que donc un poste est ouvert pour lui, qui éventuellement n'enlève rien à son talent, mais qui fait que, comment dire, il est un profiteur de la situation, bénéficiaire de l'occupation avant l'heure. Voilà. Dernier mot, je laisse la parole à Roger Banzer. La rafle donc du billet vert, celle-ci est signalée dans la presse, avec joie, par la presse collaborationniste parisienne. C'est pour ça qu'elle le sait, sinon il n'y a aucune raison a priori de savoir. Et cela dit, les convocations avec rétention sont fondées sur quelque chose qui est le fichier des juifs étrangers de la préfecture de police qui a été confectionné quelques semaines auparavant par la police parisienne, à la demande des Allemands, mais avec beaucoup de zèle. Voilà. Donc, Alain a parlé, donc le premier statut des Juifs date du 3 octobre 1940. En 14 mois, on a 60 lois, décrets, c'est-à-dire sans doute plus que pour chacun des autres secteurs quand on regarde le journal officiel de l'État français, puis de la République, de l'État. Il faut signaler chez les étudiants le numerus clausus. En juin 1941, que là encore Jacqueline Parr, qui a quitté la Sorbonne, est décidé un numerus clausus des étudiants juifs à hauteur de 3%. Bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que peu de temps avant, s'est tenu à Alger un congrès de l'Association générale des étudiants d'Alger, qui, sous la direction d'un étudiant en médecine, a demandé et obtenu un vote favorable à un numerus clausus de 2,5%. Ce texte est proposé au congrès de l'UNEF qui se tient à Tain d'Hermitage en avril 1941 et qui adopte, semble-t-il, à une courte majorité, après des débats houleux, nous donne un compte-rendu postérieur, et tout de même, il y a un vote, et avec un envoi d'un message au maréchal Pétain et à Vichy, demandant que le numerus clausus, à l'encontre des étudiants juifs, soit établi à hauteur de 2,5%. Comme quoi, le gouvernement Pétain était plus généreux, puisqu'il a dit 3% et pas 2,5%. Alors, cette demande émane énormément d'étudiants en droit et en médecine. Ça renvoie à quelque chose de bien antérieur à la guerre, face à l'encombrement des carrières, comme on dit. On dirait aujourd'hui la crise des débouchés ou au chômage des diplômés. Eh bien, il faut tout de même empêcher que des étudiants étrangers, allemands, donc juifs allemands, avant-guerre, hein, c'est essentiellement ça qui est visé, puissent obtenir l'autorisation d'exercer la médecine. Et évidemment, comme le dit le texte lui-même, le texte d'Alger qui est adopté à Tain-l'Hermitage, un fleuve s'arrête à la source, puisque de toute façon, il y a des numerus clausus pour les carrières, hein, dans les professions. Ce n'est pas la peine d'entretenir les étudiants juifs dans des illusions, donc autant arrêter le fleuve à sa source plutôt qu'attendre après qu'il y ait des insatisfactions. Voilà, donc ça c'était important à rappeler ce contexte. Bon, ceci étant dit, le chiffre de 3% n'est jamais atteint. Déjà, les étudiants juifs ne sont plus pour la plupart là, il en reste, hein, on a des mémoires, des souvenirs, etc. Mais la plupart sont déjà partis, soit ont été raflés, soit ont l'intelligence de ne pas venir à l'université dans un climat malsain, pour eux, et pas très sûr, et vont se cacher. Donc c'est pour ça qu'en fait on a peu de campagnes d'application, mais ce qu'on sait tout de même dans les rapports, c'est que
Vichy, là aussi, n'offre pas, ne séduit pas la majorité des étudiants, mais effectivement beaucoup d'activistes au sens propre du mot, des militants qui sont actifs, notamment d'extrême droite, sont extrêmement actifs pour assurer la pureté de la race, de la France éternelle. C'était important de le rajouter. Et pour dire que ça a été un enjeu mémoriel, ceci, on l'avait ressorti, enfin il y avait eu plusieurs livres, puis Alain Monchalon en Histoire des Nefs, on avait ressorti l'affaire, on a travaillé là-dessus, parce y compris beaucoup d'anciens et d'anciens résistants étudiants ignoraient l'affaire, et même pour certains avaient dit, bon, certes, oui, peut-être, mais c'est pas bien d'en parler. Voilà. C'était le syndrome Vichy chez les étudiants. On en est au ce qu'on a appelé, nous, le serment de la républicaine. Donc pendant son année passée à la Sorbonne, Jacqueline a bien sûr enrichi ses connaissances littéraires. Elle a aussi aiguisé son intelligence politique et affermi ses capacités de résistance. Mardi 12 août 1941. Aujourd'hui, alors que je suis merveilleusement vacante, je me promets de ne jamais faillir de ma vie à l'engagement que je prends ici. Rester fidèle à la sublime devise de la République française et de l'humanité civilisée. Liberté, égalité, fraternité. Pour respecter cet engagement, je me promets de lutter de tout mon pouvoir et au moins en esprit, chaque fois que ce sera nécessaire, contre les forces d'oppression et de réaction. De vouloir toute ma vie et de participer à sa réalisation dans toute la mesure de mes forces, un régime de paix et de justice. D'être toujours dans le camp du bien, et comme tout est relatif, je suis tentée d'écrire du moins mauvais, toujours dans le camp des opprimés et des persécutés, de tendre toute ma vie à plus de lumière, plus de beauté, à plus de bonté, à plus de justice, plus de vérité, à plus de liberté. Alors, Catherine a voulu que l'on passe un morceau du chant des partisans qui est issu d'une chorale. Donc, c'est une version Le bord de travaux. ça c'est une version.
Voilà. Donc, Là, on peut déjà prendre un petit moment pour revenir un peu sur tous ces éléments. Moi, je vous parle pour la Cité des mémoires étudiantes qui œuvre à la sauvegarde et la valorisation des engagements étudiants. Et c'est vrai que Jacqueline, on a parlé d'auditrice libre. Auditrice libre pour les cours, auditrice libre des émissions de la BBC. Miraculeusement libre, disait Catherine, donc libre aussi dans ses lectures, à la bibliothèque et ailleurs, et c'est aussi une étudiante libre dans cette situation d'un Paris occupé. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme disait Patrick Zilberstein au début, c'est pas la voix d'une militante étudiante ayant pignon sur rue, ayant publié ses mémoires de son vivant, etc. Ce sont ces petites voix qui matérialisent justement la liberté dans ces situations complexes. Et finir sur cette première phase, sur ces deux objets, nous paraissait intéressant, parce que donc là, vous avez une broche avec des hirondelles bleues, blanches et rouges marquées « Nous reviendrons ». Et de l'autre côté, vous avez la croix de Lorraine avec le drapeau français et le drapeau anglais. Et c'était donc des objets que Jacqueline portait, j'imagine, à la Sorbonne, dans la bibliothèque, dans les cafés qu'elle pouvait... Et dans les trains. Et dans le train, et dans le métro. Voilà, donc était remarqué par un officier allemand qui l'a foudroyé du regard. Et donc ça, c'est les petits actes de résistance, comme recopier, je ne sais pas combien d'exemplaires, ce fameux tract du 11 novembre. Pour revenir aussi à ce que disait Alain Chablon quand il parlait d'invention des morts, eh bien oui, si vous fréquentez la Sorbonne de temps en temps, vous pouvez essayer de vous faire inviter à la cérémonie du 11 novembre, où il y a une cérémonie dans la crypte de la Sorbonne, sous la chapelle. Et là, vous regarderez une plaque qui a été posée le 11 novembre 1946 et qui parle de mort, alors que, heureusement, il n'y a eu que des blessés. Mais vous avez comme ça des mythes qui se transmettent de génération en génération, et c'est intéressant justement de revenir dessus. Donc, ces objets, ces carnets, Catherine, son frère, sa sœur, ont bien voulu nous les confier. On espère pouvoir les mettre en valeur dans des espaces muséaux, notamment à Nancy, et vous pourrez voir, en tapant Musée au Cube, Mémoire étudiante, vous pourrez voir déjà des lieux, les futurs lieux, et vous pourrez voir cette fameuse crypte de la Sorbonne avec cette fameuse plaque de 1946 qui parle des morts de la manifestation du 11 novembre, alors que, heureusement, il n'y a eu que des blessés. Donc, c'est un patrimoine comme ça qui peut... On parle de petit patrimoine parfois, hein, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais voilà, c'est le patrimoine d'une résistance au quotidien, d'une étudiante, auditrice libre, à la Sorbonne, pendant un an. Après, on parlera un peu de son parcours d'infirmière, mais on voulait déjà s'arrêter sur cette phase-là, si vous aviez des remarques, des réactions. Sinon, rassurez-vous, on a plein de choses encore à vous raconter, mais on voulait vous laisser l'occasion de respirer et de prendre la parole si vous le souhaitiez. Oui. Bonjour. Juliette Gestat, je suis responsable de la réserve de la bibliothèque où on collecte justement des documents de ce genre ici. Pardon, je suis arrivée en retard, donc vous avez peut-être eu l'occasion déjà d'apporter ce genre de choses. Je voulais parler à propos du 11 novembre. On a dans nos collections un tract de 1942 qui dit qu'en fait, là, donc 42-43, je ne sais plus, mais 2 ans après, le jour du 11 novembre, il y a des étudiants et des professeurs qui ont défilé devant qui ont défilé, qui se
sont allés au monument aux morts de la Sorbonne et qui déposaient des fleurs et que le recteur avait posté du coup quelqu'un à côté pour enlever les fleurs au fur et à mesure que les gens venaient les déposer. Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à trouver encore sur les différents 11 novembre du moment de la guerre. Je ne sais pas si ces tracts est déjà... Je me souviens plus si je l'avais localisé ailleurs aussi déjà. Il y a aussi eu plusieurs villes de province où il y a eu des manifestations aussi. 42 en 43. Oui. Alors le 11 novembre, d'ailleurs, le 11 novembre 1940, on commémore l'armistice, et c'est en même temps un acte de résistance, puisqu'il était interdit. C'était même un jour férié qui n'était plus férié. C'est vrai qu'ensuite, ce qu'il y a de notable, c'est que les 11 novembre vont commémorer le 11 novembre 1940. C'est-à-dire qu'on a un glissement, et ça va être le cas à plusieurs reprises. La bibliothèque de la Sorbonne. C'est ici aussi. Oui, en fait, le directeur Jean Baudreau de 1939 à 1952 a rassemblé un certain nombre de documents. Par ailleurs, je trouve que ce serait intéressant aussi, mais peut-être déjà, de collecter des témoignages de gens, d'étudiants qui n'étaient pas du tout résistants. J'ai en mémoire une collection de cahiers d'un lycéen, pour le coup, Raoul, j'ai oublié son nom de famille, qui est entré il y a 3 ans à la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui lui passe son temps au cinéma, qui raconte toutes les séances du cinéma où il va, dans les revues, il se balade, il fait beau, c'est hallucinant comme témoignage. Et en fait, du coup, on peut se demander quelle part de silence il y a en fait, dans ces cahiers. Il y a des tas de petits dessins. Enfin, c'est très étrange en fait, du coup, mais justement c'est intéressant. Le silence du témoignage est intéressant. Mais là justement, c'est intéressant le témoignage de Jacqueline Loriot parce que ce n'est pas une militante, mais en même temps, elle fait attention à ce qui se passe autour d'elle. Donc c'est un bon compromis entre votre lycéen et les super militants. Elle prend contact avec un résistant quand même, Pierre Corval, journaliste, et apparemment elle a demandé spécialement à le rencontrer. Donc il y avait une personne qui les connaissait tous les deux, et ils se rencontrent dans un lieu que j'imagine en plein air, mais sans être certaine. Elle dit qu'il fait aussi beau que le jour du Luxembourg, là. Je vous ai lu un passage, et là, alors là, elle avait gribouillaminé, si je puis dire, toutes les phrases, et le dialogue entre deux. C'était encore moins clair que le reste, et j'ai essayé quand même de mettre bout à bout, parce que je me suis dit, tiens, là elle a fait une démarche. Donc, voilà. Mais ensuite, ils sont devenus très très amis, ou même carrément fraternels, puisqu'elle l'appelait son grand frère. Et donc, et malheureusement, toute leur correspondance a été détruite de part et d'autre. Ils ont détruit ce qu'ils ont échangé. De temps en temps, elle parle de cartes interzone, qu'elle a reçues à Saint-Jean. À cette époque-là. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Je n'ai pas encore lu le livre. Saint-Joseph, pardon. Écoutez, Bernard Braquet, j'ai une réminiscence d'un film de Costa Gavras qui s'appelle La section spéciale, qui commence par une manifestation du 11 novembre qui se déroule sur les grands boulevards. Et je me demande si Costa Gavras l'a reconstitué, puisque ce dont vous parlez, c'est à l'Étoile, à l'Arc de Triomphe, et pas sur les grands boulevards. Et là, ça se passe sur les grands boulevards, et donc c'est peut-être pas la même année, ou alors Costa Gavras l'a réinventé pour les besoins de son film. Non, alors ça peut être pas du tout celle du 11 novembre 40 que Costa Gavras a pu réinventer, mais il y a eu d'autres manifestations qui ont lieu le 14 juillet à l'angle Grand Boulevard, Porte Saint-Denis, Porte Saint-Martin, C'est peut-être celle-là. Qui est organisée notamment par la jeunesse communiste, Voilà. et dans lesquelles
lesquels il y a des arrestations. Et des morts. Et des morts, absolument. Des morts, des arrestations. Je me demande d'ailleurs si... c'est Gautreau et Tizelman. Voilà, Tizelman. Et c'est le colonel Fabien, quelques semaines après, qui a va vengé un officier allemand en disant « j'ai vengé Titi ». C'est Samuel Tizelman. Mais donc là, cette manifestation, alors il fait très beau, c'est plein été, mais c'est sur les grands boulevards. Et c'est une manifestation squelettique. Oui. Suffisamment pour que les Allemands tirent dessus, mais il n'y a pas beaucoup. C'est une manifestation éclair. C'est une manifestation sur rendez-vous clandestin, etc. Et est-ce qu'on a d'autres témoignages d'étudiants sous l'occupation que celui-ci ou... Très peu. Très peu. Très peu. Oui, éventuellement pas à Paris, mais peut-être dans d'autres villes. D'abord, je connais mieux Paris que le reste. On a le journal d'un étudiant catholique parisien, et lui, il est dans sa bulle catholique, ce qui d'ailleurs est très bien, parce que ça le met en contact avec la résistance, mais je crois qu'il étudie en médecine. Ah oui, monsieur. Pierre Quin, je crois. Oui, Hein? et Jacqueline avait un exemplaire qui lui était dédicacé dans sa bibliothèque, Ah oui, et que j'ai conservé. et qui a été écrit ou publié il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a Oui, ils se sont une quinzaine, rencontrés. vingtaine Ouais, Il y a le journal d'Hélène Baird aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Le journal d'Hélène Baird. Ah oui, oui. Oui, que Valérie Ténière d'ailleurs compare, va faire une note de lecture pour l'art du matériau, compare un peu les carnets au journal d'Hélène Baird, en disant ça lui évoque, enfin c'est des parallèles. Alors on a par exemple, il y a d'autres personnes qui en parlent, parce qu'au fur et à mesure on trouve plein de gens, en fait, il y en a eu beaucoup, qui ont été au 11 novembre 40, mais qui n'en parlent pas forcément comme un grand événement dans leur vie, parce qu'ils ont d'autres trajectoires. Bon, je prends un exemple. D'abord, Georges Schuffer, qui était lycéen, qui a participé aux œuvres de 1940, qui était dirigeant de la Fédération française des étudiants catholiques après-guerre, et qui va évaluer jusqu'à devenir une plume importante au Figaro. Bon. J'ai été l'interviewé. Oh, il m'a dit ça n'a aucune importance, tout ça, c'était rien du tout. Enfin, lui, c'est même pas relativiste, je lui dis, c'est pas la peine de s'y intéresser, toute cette période-là est totalement inintéressante. On a d'autres témoignages, par exemple, comme Marcel Blectreux, qui est à l'époque étudiant en médecine, étudiant trotskiste, qui est en médecine et qui organise effectivement avec d'autres personnes en médecine le boycott des cours de sabotage qui va au 11 novembre. Mais il met ça en quelques lignes. Donc en réalité, on a sans doute dans les souvenirs, dans les livres de mémoire, au fur et à mesure, on découvre qu'il y a des gens qui effectivement étaient au 11 novembre 1940, il y en a eu plusieurs milliers, puis il y en a un certain nombre qui ont écrit. Et donc il raconte, ça se croise, c'est effectivement, on y va en groupe avec des gens qu'on connaît, on a entendu parler, et on a vraiment, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas Twitter, il n'y a pas Telegram, mais c'est le fonctionnement du bouche-oreille. Et vraiment, les groupes, les bandes de copains, les gens qu'on connaît, qu'on teste. Et je finis par exemple par je ne sais pas, l'UNEF qui a été à la tête de cette manifestation, même si on dit qu'un tract qu'on avait retrouvé a été reméoté sur les rodéos de l'UNEF, 5 place Saint-Michel, là où il y a eu Gilbert Jeune, eh bien, on a donc ça n'a pas été organisé là, même si il y a eu des gens. On a par exemple Louis Aîné de Caen qui est à Paris pour une réunion, et qui rencontre Delescure, étudiant communiste mais qui n'est pas déclaré comme tel, qui utilise sa particule de noble comme couverture aussi, qui va être arrêté et libéré, et ils discutent. Donc ça c'est Louis Aîné qui dit, je discute avec Delescure, on a une discussion un peu patriotique, et on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe à l'Étoile, si on allait voir. Bon, et ils y vont. Ils y vont, et ça ressemble tout à fait à quelqu'un qui teste quelqu'un d'autre en disant
en étant prudent, Oui. vu l'époque. Quoi. Donc c'est très intéressant au fur et à mesure qu'on puisse récolter tout ça. Alors, il y a des témoignages, hein, malheureusement plutôt écrits, mais le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale avait recueilli notamment par exemple le témoignage d'Alfred Rosier, ancien directeur de cabinet de Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale pendant le Front populaire, qui continue à s'occuper du comité parisien des œuvres en faveur des étudiants sur Paris, donc, qui a donc son siège aussi au 5 place Saint-Michel. Donc il y a les locaux de la Fédération des étudiants parisiens, parce que la GE de Paris a été dissoute en 1934, bon, c'est un détail. Et il y a donc les locaux du Copard, et donc cette fameuse Renéo, et donc dans son deuxième, dans son deuxième témoignage, Alfred Rosier revendique la paternité du fameux tract. Et bon, voilà, tout ça c'est de la reconstitution à connaître. Oui, tous ces témoignages sont très postérieurs. Oui. Alors, dans le premier, il date de 46, où là, il ne revendique pas la paternité. C'est en 62 qu'il revendique la paternité. La bibliothèque a acquis en septembre 21 des archives de René Maublanc. Il y a un lot qui a été dispersé en vente aux enchères. Il y a un lot qui concerne la période de la Résistance. On n'a pas encore eu le temps de faire l'inventaire. C'est pas un lot très épais, il n'y a pas, je pense, énormément de choses dedans, mais en fait, il faudrait quand même regarder ce qu'il peut avoir à raconter. Il a publié en 1947 un article qui raconte comment il produisait le journal clandestin de l'Université libre. Donc ça, c'est quand même très tôt après la guerre. Il racontait des rendez-vous dans tout Paris et la banlieue pour récolter les textes des uns et des autres. Il a l'air de parler plutôt de textes de professeurs et pas d'avoir fait intervenir des étudiants en fait, dans cette publication. Mais peut-être qu'il y en a un peu plus dans les papiers qu'on a recueillis. Parce que par ailleurs, il y a une énorme part de correspondance aussi dans ce qu'on a recueilli pour la période où il était secrétaire de la pensée. On va forcément revenir vous voir. Vous avez dit. Vous allez pouvoir débarquer en Alors, il y avait J'avais une question historique parce que vous avez parlé de la rafle des Juifs étrangers que Jacqueline évoque. Et j'étais étonnée parce que je croyais justement, enfin, elle est documentée dans la presse, mais ensuite, moi je croyais qu'il y avait beaucoup de Parisiens un peu lambda qui justement n'avaient pas été au courant des différentes rafles. En fait, ensuite, est-ce que les rafles sont encore documentées, enfin, publiées dans la presse ou après plus du tout? Et les Juifs français ensuite qui sont déportés, ça, c'est pas du tout connu de la population. Je voulais savoir si... Là, je ne sais pas le pourquoi d'ailleurs, mais Jacqueline a lu dans le journal un article de la presse parisienne qui disait, de toute façon, c'est pas la peine de lire plusieurs journaux, ils disent tous la même chose, ils ne font même pas l'effort de changer des phrases. C'est des communiqués de la préfecture, tout simplement, sauf les guillemets. Et donc, là, cette rafle était énoncée avec satisfaction, avec fierté. Mais tous les autres, et la rafle du Veldiv, par exemple, c'est leur ration. C'est la seule qui est... Et pourquoi est-ce que, alors, il y a eu... Le jour même, pardon monsieur, mais le jour même, le 14 mai 1941, elle dit ce matin. Et ça reste un mystère, on ne peut pas savoir. Parce que justement, messieurs les historiens, ils m'ont dit, mais si, ça a été publié dans les journaux, je veux bien, mais ça a été publié le lendemain, mais pas le jour même. Peut-être que la radio... Peut-être que la radio. Peut-être la radio, oui, parce qu'on a cherché sur Gallica, Voilà. vraiment, là on a plusieurs, c'est là on a vu, c'est toutes les mêmes versions. Il y en a tout de même qui sont plus dithyrambiques que d'autres, donc c'est enfin de ménage, d'autres c'est plus Oui, c'est ça, communiqué elle de la dit préfecture. ce matin à Paris. Mais est-ce qu'elle n'a pas, bon, ça c'est une question, on n'a pas de réponse, parce que la radio, c'est possible, il faudrait voir. Est-ce qu'elle n'antidate pas à un moment donné ce qui est possible, parce qu'on le voit, je crois, on avait discuté il y a un moment, on
a l'information après, puis on refait le jour. Comme on écrit le lendemain, Oui. on dit, attends, il y a le 14 mai, il y a le 15 mai, il y a le 16 mai. Bon, c'est aussi une possibilité. Voilà, c'est aussi, tout à fait. Il faudrait voir le côté de la radio, si on peut des choses. À la BBC, ça doit être le soir. Ouais. Ils avaient une radio, ses parents, à la Garenne-Colombe. Moi, je voulais vous remercier d'avoir lu ce si beau texte sur la bibliothèque de la Sorbonne. Ah oui. C'est vraiment extrêmement émouvant pour nous. C'est pas le seul texte qu'on a, mais en particulier, voilà, les étudiants étaient extrêmement impressionnés. Il y a une beauté du lieu, une majesté du lieu qui est vraiment très sensible. Et du coup, je me disais, puisque vous avez évoqué cette exposition avec la présentation des objets ou des carnets, je pense que si ça pouvait y avoir une halte à la bibliothèque de la Sorbonne, on serait vraiment très heureux. Voilà, c'est maintenant ces messieurs qui sont... Non, c'est écrit nulle part. Oui, non, parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter. Eh bien là, on a clos le chapitre de la Sorbonne et nous passons à l'école des infirmières. Vous nous mettez l'hôpital Saint-Joseph, Saint-Jean. qui est à Friolan, vous allez voir. Nous avons acquis plusieurs photos, cartes postales de l'hôpital Saint-Joseph à cette occasion. Alors, début octobre 1941, Jacqueline a quitté la Sorbonne et sa chère bibliothèque. Elle est entrée comme pensionnaire à l'école d'infirmière de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. L'école était gérée à l'époque, et l'hôpital aussi, je pense, par des sœurs dominicaines. Voilà. Donc son emploi du temps est partagé entre des cours théoriques et puis des stages dans différents services de l'hôpital, service social, chirurgie, médecine enfant, et à la maternité de l'hôpital Boussicot. Mardi 11 novembre, ce soir à 7h15, il y a eu une urgence. La nuit était totale à cause de la défense passive. Je suis allée chercher la malade dans l'obscurité et j'ai ressenti une émotion vraiment puissante et pure, de la sentir entièrement remise, confiée à moi. Dans l'ascenseur, on m'a prévenu, il y a des Allemands dans la maison, des brutes. Il s'agissait d'une appendicite en crise avec abcès appendiculaire. La malade, une vieille dame de 68 ans, humble, elle gémissait, pourquoi souffrir? Et rien n'était plus atroce que cette interrogation simple et affolée, sous la grande lumière du globe électrique, parmi tous ces appareils de science barbares. J'ai vraiment senti ce soir que les mots solidarité et fraternité humaine ne sont pas vains. Je n'ai éprouvé nulle émotion pendant l'opération, mais au contraire, j'étais dans un extraordinaire sentiment de sécurité. Ces hommes qui opèrent ont la simplicité et la sérénité du cordonnier qui répare une chaussure, comme si tout pouvait leur être confié. Stage au service social, visite à domicile. Ce matin, j'ai fait 2 visites. Boulevard Brune, dans le matin frais. Limpidité du ciel et de l'air, le grand soleil et les arbres nus. J'ai marché sur les boulevards en allant vers la clarté, vieil or rouge. Je portais des convocations pour les visites d'examen afin que les gens restent chez eux, comme on dit dans le service. J'ai eu quelques difficultés pour trouver la rue des Châtaigniers. En fait, elle est dans la zone. Au café Paris Zinc, une simple cabane avec un comptoir poisseux, quelques tables bancales et déjà à 10h du matin,
des hommes et des femmes assemblés qui boivent. On sent l'odeur aiguë et aigre de leur breuvage. Là, on me donne de vagues renseignements. Les habitants de la baraque que je vais voir, la Roseraie, ont déménagé. Je ne peux pas aborder les gens qu'il est convenu d'appeler humbles ou de basse classe sans leur donner par mon attitude et mes paroles l'impression que j'ai besoin d'eux. Et j'ai besoin d'eux, en effet. Leur amabilité toujours est dans les coins des hommes qui clignent de l'œil et se poussent des coudes d'un air bravement goguenard. Ils accomplissent leur fonction. Enfin, j'ai trouvé un hôtel à l'extérieur extrêmement agréable. Oui, presque distingué. L'hôtesse déjà beaucoup moins. Puis l'inévitable couloir à traverser, la cour puante et noire et les mêmes maisons dignes de l'enfer de Dante. Et la dame que je vais visiter dans cette chambre, presque en sous-sol, avec une toute petite fenêtre et un plafond tellement bas que j'ai tout de suite une intolérable impression d'étouffement. Non, c'est pas une chambre, c'est une prison, un cachot. Jeudi 29 janvier, rue du Général Humbert, je suis allée porter 500 francs à une mère de famille pour acheter des chaussures et des tabliers. Au 6e étage d'une maison ouvrière, un intérieur sale, mal tenu, des gosses sortent de partout, adorables, sales, mal peignés, avec de la crasse plein les jambes et de l'intelligence plein les yeux. Ils jouent sur un bout de tapis, pieds nus, jambes nues, portant un tout petit maillot. On a envie de les embrasser et de les laver un peu aussi. Mardi 3 mars, stage à la maternité de l'hôpital Boussicot. L'insupportable vulgarité, inexistence et bassesse du milieu. L'air continuellement excédé de Madame Loisel. Une dame arrive pour accoucher et pleure. Elles pleurent quand elles accouchent maintenant? On aura tout vu. Et qui a de l'albumine. Oh bah ça va être gai, manquait plus que ça, une crise d'éclampsie. Et puis plus tard, et vous l'albumine, passez ce jupon. Et pour les piqûres, amenez vos fesses. Madame P. Vulgarité dans l'intonation et dans le langage. Et comme elles sont heureuses de donner des ordres, d'avoir quelqu'un à diriger, elles qui sont traitées un peu comme des domestiques à la consultation. Pourtant, et j'aime cela, il y a une grande camaraderie dans les hôpitaux de l'assistance publique, et j'aime recevoir des ordres d'elles. J'aime prendre mon air à la fois hautain et déférent pour leur parler. En frottant à leur place le lavabo ce matin, j'ai ressenti la joie de sentir mon moi, fière et ignorée. Je ne suis même plus coquette. Je ne voudrais pas être regardée par tous ces internes avec d'autres yeux que des yeux de refus. Et cette haine. Encore une! Quand on lui amène une nouvelle entrante, à la salle de travail, forceps, dans une salle minuscule, en présence de l'armée d'étudiants et de sages-femmes. Tous ces gens-là n'aiment pas leur métier. Avachissement des filles de salle, laisser-aller des internes, vulgarité scientifique des chefs de service, arrogance élégante des sages-femmes. Ou bien s'ils aiment leur métier, ils ont honte de le montrer. Et ils l'aiment pour un point de vue intellectuel, strictement. Une femme n'a pas d'intérêt en soi. Elle est un cas, pas un être humain. Et ils ne respectent pas la vie. Ils ne regardent l'enfant qui vient de naître que pour le peser et le nettoyer. Madame L, en salle de travail, se montre la plus horrible de toutes. Ses bâillements, son indifférence presque haineuse, son amour vulgaire de l'autorité, de la domination. Je n'ai pas encore entendu adresser une seule parole douce à une femme. Et j'ai fait 2 fois l'expérience avec 2 femmes qui sont arrivées, prêtes à accoucher, d'un air glacial, sans presque lever les yeux. J'ai continué mon travail, les abandonnant totalement à L et à P.
Et quand je les ai sentis bien abandonnés, bien perdus, au plus bas, je les ai regardés. Et j'ai souri. Et j'ai mis dans ce sourire toute ma compréhension, beaucoup de tendresse, de pitié courageuse, d'espoir. Et toutes les deux, sur leur visage, m'ont adressé la réponse, le même sourire, véritable illumination, communication avec les humbles, communion, naufragés qui ont trouvé une épave. Et tout cela augmente ma détresse, mon amour de la vie. Je serai sage-femme, peut-être, pour être dans ce milieu une oasis de bonté et de fraîcheur. Jeudi 14 mars, stage à la maternité de l'hôpital Boucicaut. Le premier accouchement auquel j'assiste. L'imbécilité ricanante de l'interne. La brutalité de Madame L. Intéressante tout de même cette femme. Quand une femme lui dit « Vous êtes méchante ?» sa façon grave de répondre « Je le sais ». La vulgarité de la fille de salle. La naissance. Je regarde trop pour éprouver quoi que ce soit. Après, besoin de détente, larmes. Beau, beau, beau. Souffrance qui ne révolte pas, enfin, Christian, 8 livres, présentation céphalique du sommet. Je voudrais être superstitieuse pour y voir un présage. Saint-Joseph, samedi 5 septembre, au service des enfants malades, mon petit Michel. Son visage abattu, pâle, moite avec ses grands yeux et ses oreilles très décollées. Petite fièvre constante, 38 degrés, avec un pouls très rapide et faible, sa soif de connaître, son amour de la lecture, son petit sourire sceptique et bouleversant lorsqu'on lui parle de guérir. Le gros effort qu'il fait en mangeant tout son goûter pour me faire plaisir et en s'étirant après, tel un petit chat heureux qui ronronne. Il montre quelque chose de jeune, soudain, de délicieusement puéril. Et on éprouve juste une seconde le sentiment qu'il n'est pas malade. Son infinie délicatesse, il ne veut m'appeler ni Jacqueline, ni Tati, mais Mademoiselle, parce que c'est comme ça qu'il m'a connue. Et sa parole de juif qu'il me donne en opposition à celle des Boches. Le mot du petit Daniel, 5 ans, en s'arrêtant de jouer. « Mais maman, on n'était pas juifs avant la guerre !» Madame R, elle est devenue l'ombre de ce qu'elle a été, minée par l'angoisse, la douleur et l'amour. Dans ses yeux, une atroce résignation, quelque chose de traqué, mais aussi de violent, de contenu, une force qui faiblit, mais n'est pas abattue. Et en moi de la rage, de la honte, l'impuissance. Et cet enfant qui ne met rien, seulement un petit juif malade parmi tant d'autres, comme je l'aime. Et quelle est cette parenté mystérieuse entre nous, cet élan, cette chaleur quand je pense à lui? L'aimerais-je assez pour qu'il vive? Si j'avais comme toi accès à ton Dieu, il ne m'arracherait pas mes petits si facilement, dit Marat à Violaine dans l'annonce faite à Marie. Il est dans mon destin de trembler toujours pour la santé d'une personne aimée. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de la séance. Pas totalement, loin de là, au terme de la vie Jacqueline. Je dirais 2 choses à propos de toute la partie élève infirmière. Au début, on s'était posé la question, on prend la Sorbonne, et puis c'est notre domaine, le reste, puis on a lu. Bon, on a bien lu, on a relu. Et je dirais qu'à re-relecture, à réentendre, on y trouve des questions d'une moderne. C'est une femme moderne, enfin quasiment qui anticipe. Je crois que Patrick, en tant que médecin, qui a été médecin, va dire quelque chose.
on retrouve des questions d'extrême modernité, le statut du malade, enfin, bon, sa personnalité. Et puis, souligner une autre chose, mais on pourra sans doute discuter dans d'autres présentations, c'est que dans le livre, on a peut-être peu développé, c'est la question du rapport de Jacqueline à la foi, à la religion, où on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, qui s'ébranle, des questionnements, et notamment à la Sorbonne, mais surtout à l'hôpital, dans les stages, et notamment dans les stages services sociaux, parce que la zone, j'ai recherché où étaient cette rue. Elle était dans la zone a disparu, j'ai absolument pas retrouvé cette rue. La rue des Châtaigniers. Oui, qui devait être une rue, peut-être qui n'avait pas de nom officiel, mais enfin bon, c'était un bidonville autour de Paris. Donc là aussi, c'est des choses on anticipe sur des choses qui vont venir après, dans sa carrière en psychanalyse va prouver qu'on a déjà beaucoup d'éléments là. Donc Patrick, tu veux dire des mots? Non, je pense que si vous aviez fait le choix de ne pas publier la partie sur Saint-Joseph et la suite, je n'aurais probablement jamais su, mais ça aurait été une grande erreur. Moi, quand j'ai eu accès donc, à ce manuscrit, je ne reviens pas sur le parcours de la guerre, etc., mais cette partie-là, qui est encore la guerre en partie d'ailleurs, j'ai été frappé à l'estomac. Non pas frappé à l'estomac parce que je ne savais pas, mais frappé à l'estomac parce que moi qui ai fait mes études de médecine 30 ans après les faits, et ben c'est ça que j'ai vécu. Voilà, j'ai vu, subi, et je n'étais pas élève infirmière, donc j'étais quand même un peu au-dessus hiérarchiquement, si je puis dire, mais en tout cas la situation de l'hôpital était comme ça, la misère était comme ça, je n'étais pas dans la zone où j'ai fait mes études, ma pratique, mais dans des quartiers populaires, etc. C'est-à-dire que rien n'avait changé, ou si peu avait changé. Le mépris des médecins vis-à-vis des gens d'extraction populaire, à la fois, et d'une certaine manière les propres interrogations de Jacqueline, c'est-à-dire que on ne peut pas être en empathie tout le temps quand on exerce ce métier. Il y a des moments où on déteste les gens. On déteste la misère qui fait que les gens sont comme ça, mais on finit par, surtout en fin de journée, en fin de semaine, etc. etc. Et ça, cette description-là est d'une humanité vraiment tellement forte que vraiment pour moi ça a été, encore une fois, pas une révélation, mais j'ai eu l'impression de vivre, d'être dans ce récit-là, alors que mon récit à moi est bien postérieur, dans une France prétendument plus moderne et plus apaisée, c'est-à-dire, mais la France médicale de l'après 68 était encore la France médicale d'avant et de la fin des années 50, etc. C'est-à-dire que les hiérarchies n'étaient pas complètement tombées, les hôpitaux n'étaient pas modernisés. Moi, je n'étais pas dans cet hôpital-là, j'étais à l'hôpital Saint-Louis. Je m'arrête là parce que je pourrais faire la soirée, mais l'hôpital Saint-Louis, il y avait encore des salles communes de 70, 80 malades. Et on mettait les gens au milieu et les aéropages de médecins passaient, montraient les gens, etc. Donc tout ce que Jacqueline décrit là, eh bien, évidemment, ça a un peu disparu. Les mentalités ont un peu changé. Ça reste peut-être à explorer, mais en tout cas, voilà, vous auriez eu tort de ne pas le publier. Voilà, de ne pas le soumettre à publication. Parce que ça fait vraiment partie de l'entièreté de ces carnets, quoi, de cette vie extraordinaire, d'émotions, effectivement, la description du point de vue quelqu'un qui est du soin, enfin, est terrible. Et ça m'a fait penser à un autre point de vue d'un roman qui est lui aussi terrible et qui date de quelques années avant, qui s'appelle Madame 60 bis, qui est le récit, un roman autobiographique d'une militante communiste qui raconte son séjour à l'Hôtel Dieu
Et donc son numéro c'est 60 bis, hein, justement dans un dortoir commun, et c'est absolument abominable. Voilà, donc effectivement je crois que ça se passe en 34, donc très clairement. Et voilà, c'est vrai que... Est-ce que vous savez si dans la suite de sa carrière, elle a été amenée à rencontrer le docteur Velay et les autres médecins qui ont lancé le mouvement de l'accouchement sans douleur juste après la guerre, je crois, dans la fin des années 40 ou 50? Alors, dans les années 50, donc vous dites. Oui, je crois. Ouais. Le docteur Velay, il était résistant par ailleurs. Enfin, c'était 2-3 médecins qui ont lancé l'accouchement sans douleur avec la clinique du Bleuet, juste dans les années qui ont suivi la guerre, je crois. Ces archives sont déposées à la bibliothèque de l'école de médecine. Alors, je ne sais pas si elle les a rencontrés. Par contre, à la génération suivante, ma sœur Marie-France est, elle, devenue sage-femme. Et elle a travaillé notamment avec des équipes formées par ces gens-là. Donc, voilà, elle a rejoint les Bleuets, la maternité des Lilas. Oui, c'est ça. Et elle, Jacqueline, comme on est nés tous les trois en 2 ans et demi, de 45, Marie-France est née en 45 et Alain en 47 et moi en 48. Donc Jacqueline, elle a eu beaucoup de choses à faire dans la CID. C'est pour ça que nous, on n'a jamais entendu parler des carnets, on ne savait pas. Et c'est même vraiment très étonnant. Moi, je lui ai dit, je suis en train de lire tes carnets, ma petite maman, pour qu'au moins elle soit au courant. Elle m'a fait un grand sourire. Voilà la réponse que j'ai eue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, au niveau de nos naissances, elle a pris le médecin accoucheur qui les enseignait à l'école de Saint-Jean. Bon, c'est dans le livre. C'était un médecin juif d'ailleurs. Elle trouvait qu'il était génial parce que, ça aussi c'est dans le livre, il dit en cours, cet accoucheur, il dit on ne dénonce pas une femme qui a avorté. Voilà. En tout cas, moi je ne le ferai pas, dit-il. Et du coup, Jacqueline, ça a dû faire qu'il entrait dans ses tablettes. Hein, et je pense que c'était lui qui est venu à nos naissances respectives. Mais si, mais Velay, c'est Marie-France que j'ai entendu tout le temps. C'est ma sœur aînée que j'ai entendu citer. Oui, tout à fait. Pardon ? Génération d'après. Oui, mais on a une